Bonjour, je me présente, Oussama Habib Zahmani. Je suis votre enseignant de terminologie économique. Le cours d'aujourd'hui porte sur comprendre l'économie. Donc, c'est le semestre 1, le premier semestre, le domaine de sciences économiques, commerciales et sciences de gestion, la matière langue 1, terminologie économique, enseignante coordinatrice Madame Zirigui Khadija, enseignant participant moi-même Monsieur Habib Zahmani Oussama, la séquence numéro 2, et vous avez le code de source. Le cours, nous l'avons scindé en 12 parties. La première partie intitulée étymologie de l'économie, d'où vient le mot, comment le mot s'est construit. La deuxième partie, c'est la définition de l'économie. Nous allons définir l'économie selon plusieurs auteurs. Par la suite, nous allons parler des grands axes de l'économie. Ensuite, nous allons définir l'économie politique. C'est quoi l'économie politique? C'est quoi son rôle? Par la suite, nous allons définir l'économie souterraine. Quelles sont les formes de l'économie souterraine? C'est quoi l'économie souterraine? Par la suite, nous allons parler de l'économie ouverte et l'économie fermée et l'économie de transition et quelle est la différence entre ces trois économies. Ensuite, nous allons évoquer le sujet de l'économie monétaire pour finir par les économies d'échelle. Nous allons clôturer notre cours par quelques règles de grammaire et donner des exemples explicatifs. Alors, l'étymologie du mot économie. Le mot économie vient d'une fusion de deux mots grecs qui sont ekios et nomos. Ekios veut dire la maison et nomos veut dire administrer ou gérer. Donc, étymologiquement, l'économie est l'art de gérer une maison et à partir de la gestion de cette maison, nous pouvons gérer une entreprise, une organisation, un pays, ainsi de suite. Donc, dans une maison, nous allons trouver des ressources, les ressources de la maison qui sont rares. Chaque maison a son propre budget. Et nous allons trouver aussi de la demande, des besoins à satisfaire. Et chaque maison a ses propres besoins qui diffèrent d'une maison à une autre. Donc, c'est en quelque sorte le compromis qu'on va trouver entre ces ressources et ces besoins. Nous allons classer les besoins par priorité, du plus prioritaire au moins prioritaire, et nous allons commencer à satisfaire ces besoins en fonction des moyens du bord. La définition de l'économie. L'économie est une science qui étudie la production, la répartition et la consommation des richesses d'une société. Son objet principal est la rareté. La définition de l'économie n'est pas consensuelle. Ses contours et son contenu varient en fonction des auteurs et des courants de pensée. Cela veut dire que l'économie, elle étudie trois fonctions politiques, économiques, trois fonctions économiques qui sont la production, la répartition des ressources et la consommation des biens et services d'une société. Donc, le compromis de ces trois points est l'objet principal de l'économie. Nous allons trouver par la suite plusieurs définitions de l'économie qui varient en fonction des auteurs et des écoles et des courants de pensée de chaque école et de chaque auteur. Selon Robbins, l'économie est la science qui étudie le comportement humain en tant que relation entre des fins et des moyens rares à usage alternatif. Selon un autre auteur qui est Edmond Maliveau, c'est un économiste français, professeur au Collège de France. Il est spécialisé en économétrie. Il a défini l'économie comme la science qui étudie comment les ressources rares sont employées
pour la satisfaction des besoins des hommes vivant en société. Elle s'intéresse d'une part aux opérations essentielles que sont la production, la distribution et la consommation des biens, et d'autre part aux institutions et aux activités ayant pour objet de faciliter ces opérations. Cela veut dire que l'économie n'est pas seulement une science qui étudie le compromis entre les ressources qui sont rares et le besoin le besoin qui est infini, mais aussi elle étudie la distribution, la consommation et la production, et aussi aux institutions qui vont intervenir dans l'activité économique en général, qui ont pour objet de faciliter ces opérations. Ces institutions sont l'État, sont les institutions financières, sont les administrations, différentes administrations, les assurances, ainsi de suite. Les grands axes de l'économie, nous avons trois axes. L'économie de marché, l'économie planifiée et l'économie contemporaine. L'économie de marché, elle représente une économie gérée par le marché. C'est le marché qui crée le système. L'économie planifiée, c'est l'économie où l'État prend toutes les grandes décisions. Et l'économie contemporaine, c'est une économie qui prend des éléments de l'économie de marché et d'autres éléments de l'économie planifiée. L'économie de marché, les individus et les entreprises privées prennent la plupart des grandes décisions concernant la production et la consommation. C'est un système de prix, de marché, de profit, de perte et d'incitation et de rémunération. Cela veut dire que dans l'économie de marché, il n'y a aucun rôle de l'État. C'est le marché qui va décider quelle est la production que les entreprises vont produire, quelle est la consommation et à quel prix. Donc c'est en quelque sorte la relation seulement entre l'offre et la demande dans ce marché. Seulement l'offre et la demande qui vont prendre toutes les décisions et tout va rentrer dans l'ordre automatiquement selon ce système de prix. Donc, et le marché ne va pas dire seulement le marché de biens et services. Il y a plusieurs marchés. Il y a le marché des matières premières, il y a le marché de travail, où les offreurs de travail sont les salariés, les êtres humains, et les demandeurs de travail sont les entreprises. Et la situation, elle va changer. Donc, celui qui va négocier le prix selon la demande de certains postes. Certains postes vont être mieux rémunérés que d'autres, et ainsi de suite, et cela selon la situation de l'entreprise, selon la demande de l'entreprise et selon la demande, enfin l'offre de l'employé. L'économie planifiée, c'est l'État qui prend toutes les décisions importantes concernant la production et la distribution. Ça veut dire que c'est l'État qui a le monopole de tout. C'est l'État qui décide, qui prend toutes les décisions. L'État possède l'essentiel des moyens de production en matière de terre et de capital. L'État possède aussi et assure la direction des entreprises dans la plupart des secteurs. Cela veut dire que l'État, c'est le principal, pour ne pas dire le seul, employeur de la société ou de certains pays. Il est l'employeur de la plupart des travailleurs et leur dit comment s'exécutent leurs tâches. Donc l'État, il fixe les prix des matières premières. L'État fixe les prix de produits finis. L'État fixe les salaires. L'État fixe les quantités de produits à produire. Et l'État fixe le nombre de postes de travail à créer. Donc c'est l'État le tout pour tout, et la population ne sont que des employés et des consommateurs dans un pays donné. L'économie contemporaine, ou bien mixte, c'est des économies mixtes avec des éléments de l'économie de marché et des éléments de l'économie dirigée. Cela veut dire que l'État se réserve le droit de prendre certaines décisions économiques qu'il voit stratégiques. Et aussi,
il laisse le marché décider le prix et les quantités à produire, ainsi de suite, euh, entre un compromis entre l'offre et la demande. L'économie politique, c'est la science qui enseigne comment se forment, se distribuent et se consomment les richesses qui satisferont aux besoins des sociétés. Donc l'économie politique, elle va enseigner euh, la production, la distribution et la consommation des richesses. Elle va étudier les besoins de la société en matière en matière de quantité, combien cette population va consommer un tel bien, combien l'industrie va consommer de matières premières de telle ou telle et telle matière, et comment avoir un compromis entre ces deux-là. C'est une définition proposée par Jean-Baptiste Say. C'est le principal économiste classique français. Il est industriel, propriétaire d'une usine de coton. Il est également journaliste réputé pour ses positions libérales. L'économie souterraine ou économie parallèle, marché noir, tout ça, ou clandestine, ces définitions, ou bien c'est des appellations de l'économie souterraine qui regroupent trois formes d'activités très différentes. Nous avons l'économie souterraine générée par le travail au noir. Le travail au noir, c'est lorsque une entreprise, une organisation emploie un travailleur sans qu'il soit déclaré à la sécurité sociale et sans qu'il figure dans son bilan et sans qu'il figure sans qu'il figure dans la liste de ces travailleurs. Donc le travail en noir, il est généralement relatif aux employés qui viennent de d'autres pays et qui n'ont pas encore réglé leur situation d'immigration. Le travail au noir peut être un travail au double. Ça veut dire qu'il y a des employés qui ont des travails fixes chez l'État ou chez des entreprises et qui partent doubler ce travail, travailler le soir après les heures de travail ou bien durant les heures de travail, tout selon des cas. Donc, et sans être déclarés, ils sont payés avec du cash, avec du liquide. Donc, ça, on appelle ça le travail en noir. Nous avons aussi l'économie générée par les délits économiques. Les délits économiques, comme la fraude fiscale, c'est le principal délit économique. C'est lorsque les entreprises ne déclarent pas la réalité de leur chiffre d'affaires aux services fiscaux, aux impôts, et avec cette fausse déclaration, ils vont payer moins d'impôts, ils vont réaliser plus de chiffre d'affaires et plus de bénéfices, et le seul perdant, c'est l'État, donc c'est une forme d'économie souterraine. Et la troisième forme de l'économie souterraine, nous avons l'économie gérée par des activités criminelles. Donc l'argent qui alimente certains marchés, comme le marché de devises en Algérie, comme d'autres marchés, qui est blanchi dans l'économie réelle. Cet argent, il est généré par des activités criminelles telles que le trafic de drogue, ou bien le trafic des êtres humains, ou le trafic des armes. Donc, il fait partie, c'est la troisième forme de l'économie souterraine. Par la suite, nous avons l'économie ouverte, fermée et l'économie de transition. L'économie ouverte, c'est une économie pour laquelle le commerce international avec d'autres pays se fait librement et prend une part importante dans le produit intérieur brut du pays.
Donc cette économie dite ouverte, comme son nom l'indique, c'est une économie où les pays peuvent échanger des biens et des services avec d'autres pays librement. Les opérateurs économiques ne sont pas limités par des quotas d'importation ou des quotas à l'exportation. Il n'y a aucune limite, il n'y a aucune barrière à ces opérateurs économiques à échanger des biens et services. Nous prenons comme exemple l'Union européenne. Les pays entre eux, ils peuvent échanger des biens et services librement sans aucune barrière. Donc ces économies-là sont des économies ouvertes. Nous avons le contraire qui est une économie fermée. C'est une économie qui vit en autarcie et par conséquent qui participe à l'autoproduction. Donc, qui pratique l'autoproduction, nous avons quelques pays sur lesquels des embargos ont été appliqués. Nous prenons l'exemple de l'Iran. L'Iran qui s'est retrouvé dans une situation où ils ne pouvaient plus exporter leur production, notamment les hydrocarbures et d'autres produits. Donc ils se sont retrouvés dans la situation où ils devaient se débrouiller pour satisfaire leurs propres besoins avec une production nationale. Donc leur économie est fermée. Par la suite, nous avons l'économie de transition. C'est une économie anciennement planifiée, comme il est le cas de l'Algérie. Nous sommes une économie qui a été planifiée avant les années 90, avant 1989. Nous allons amorcer notre passage vers une organisation où domine l'économie de marché dans un système capitaliste. Nous avons assuré le passage du système socialiste au système capitaliste. Donc nous sommes une économie de transition. Par la suite, nous avons l'économie monétaire. L'économie monétaire, c'est une branche de la macroéconomie. La macroéconomie, c'est la science, la partie de la science économique qui s'intéresse à l'économie globale d'un pays ou d'une zone géographique. La macroéconomie, elle étudie quelques indicateurs qui donnent la santé économique d'un pays, tels que le produit intérieur brut, le PIB, c'est le plus connu des indicateurs, tels que le taux d'inflation, qui est le premier indicateur qui reflète la santé économique d'un pays à l'intérieur, et le taux de chômage et d'autres indicateurs. Donc, l'économie monétaire, elle étudie l'influence de la monnaie sur le fonctionnement de l'économie d'un pays ou d'une zone monétaire. Ça veut dire la valeur de la monnaie d'un pays, c'est lui qui va donner son influence sur les achats de ce pays, sur les importations et sur les exportations. Et sur l'opération, l'activité économique en général. Donc, si la valeur du monnaie est trop élevée, ce pays va trouver des difficultés à exporter. Si c'est le contraire, ce pays va exporter et va trouver des difficultés à importer. Donc, nous prenons l'exemple chinois ou bien l'exemple turc. Ils ont une monnaie qui a une très faible valeur. Et leur monnaie leur a permis de produire et d'exporter, d'avoir la satisfaction de tous les besoins et d'exporter vers tous les pays du monde. Et leurs produits ont été très compétitifs sur le marché international. D'abord, les Chinois qui ont envahi le monde économiquement. Et maintenant, les Turcs sont en train de suivre l'exemple chinois. Ils ont trouvé de nouveaux marchés, notamment le marché africain et le marché arabe, et ils se débrouillent très bien. Donc, c'est l'économie monétaire qui a étudié la valeur des monnaies dans des zones monétaires ou des pays. Une zone monétaire comme la zone euro, c'est quoi une zone monétaire?
Une zone monétaire, c'est une zone qui regroupe plusieurs pays qui ont une seule monnaie. L'économie d'échelle correspond à la baisse du coût unitaire de production qu'obtient une entreprise en accroissant la quantité de sa production. Cela veut dire une économie d'échelle, c'est une augmentation du volume de production. Et cette augmentation va permettre aux producteurs de réduire le coût. Comment on va réduire le coût avec l'augmentation du volume de production? La structure du coût de revient, il est composé de quoi? Il est composé de coûts fixes et de coûts variables. Les coûts fixes, ce sont les coûts qui ne changent pas quel que soit le volume de production, et les coûts variables qui varient selon le volume de production. Donc les coûts variables sont calculés à l'unité. Chaque unité produite a son coût variable. On prend un exemple, on va produire ce portefeuille. Alors, le coût variable de ce portefeuille, c'est quoi? C'est le cuir. C'est la quantité de cuir utilisée pour produire ce portefeuille. Et le coût fixe de la production de ce portefeuille, c'est un coût global, quel que soit le volume de production. C'est l'amortissement de la machine avec laquelle on peut produire ce portefeuille et la location de local ou bien l'amortissement du bâtiment dans lequel nous allons produire ces portefeuilles. Donc si on va augmenter la quantité produite de 1 à 10 000 portefeuilles, donc le coût il va forcément réduire parce que nous allons répartir ces coûts fixes sur ce grand volume de production. Si on va répartir les coûts fixes sur 1 et sur 10 000 unités produites, ce n'est pas le même coût qui va donner. Donc ce n'est pas le même coût de revient qu'on va obtenir. Donc c'est grâce à ces économies d'échelle que certains pays ont développé leur production. Ils ont trouvé de nouveaux marchés à l'international et grâce à ces nouveaux marchés qu'ils ont pu réduire leurs coûts, rendre leurs produits plus compétitifs et vendre plus. Donc nous avons terminé les points essentiels de notre cours. Nous avons passé à faire un rappel de grammaire. Nous avons touché les propositions, les prépositions, les conjonctions de coordination, les auxiliaires avoir et être. Donc on écrit A et AS, deuxième, troisième personne du singulier, de l'auxiliaire avoir au présent de l'indicatif quand on peut les remplacer par AV, AIS et AV, AIT. Le A avec l'accent grave, c'est une préposition, c'est un mot invariable reliant un élément de la phrase à un autre élément. On écrit EST et ES quand on peut les remplacer par les formes d'un autre temps simple de l'indicatif. Le ET et c'est une conjonction de coordination reliant deux groupes de mots ou deux parties d'une phrase. Nous allons donner quelques exemples dans ces deux petits paragraphes. La science économique et EST, loin d'être une science exacte. Tant les divisions des économistes sont notoires et ET, tant leurs prévisions font l'objet de contestations et de révisions. Pendant les 3 années 1990, 91 et 92, à la crise a été étouffée grâce à l'augmentation des cours du Brit suite à l'éclatement en janvier 90 de la guerre de Golfe. Sur ce, notre cours est fini. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous au prochain cours. Je vous remercie.